je vais dire les choses sobrement parce que je pense qu'après ton propos permettra de comprendre de manière plus complexe et plus incarnée qui tu es, mais moi je vais dire des choses quasi académiques. Donc dire que tu es psychologue clinicien, dire que tu es psychanalyste à la Société psychanalytique de Paris, dire que tu es directeur du centre Georges Devreux, donc à Paris 8. Et là, c'est vrai qu'il y a un point capital pour moi, pour de multiples raisons. Je n'en révélerai pas toute la substance que tu connais. Je me bornerai à dire, là, de façon aussi un peu distanciée, que notre université de psychologie en France souffre d'une absence de suture entre le lieu de la clinique et le lieu de l'université et le lieu de la clinique. Il y a vraiment un problème. Alors, bien sûr qu'on peut imaginer qu'il y a des traits d'union, par exemple les reprises, ce qu'un certain nombre d'enseignants ici font, c'est-à-dire les reprises de stage, c'est probablement un trait d'union. Mais l'initiative de ce centre Georges Devreux, qui revient à Tobin-Nathan et dont tu es un des continuateurs, cette idée qu'il y ait un centre de consultation à l'intérieur de l'université, pour moi, ça reste quelque chose qui résonne comme un manque, comme une sorte de castration inutile. Il y en a qui sont rituellement et anthropologiquement nécessaires. Celle-là me semble vraiment sadique parce qu'inutile. Alors, on a essayé ici, à Paris Descartes, de faire ça avec François Marty. On n'y est pas arrivé, on n'a pas dit notre dernier mot. On remettra ce chantier à l'ordre du jour, mais toujours est-il que, pour moi, tu as, alors je l'idéalise sûrement en partie, tu as la chance de diriger un endroit de ce type, quoi. Un endroit qui fait lien entre le monde de l'université de psychologie et le monde de la clinique. Et ça, je pense que ça colle assez bien avec qui tu es. On va voir, mais il me semble qu'on peut annoncer les choses. On peut annoncer les choses comme ça. Bon. Et puis, peut-être aussi que tu vas avec le ventre sacré chez les Yoruba, peut-être que tu vas nous dire aussi des choses de toi qui sont moins académiques. Et c'est aussi pour ça que je te suis très redevable de nous faire le plaisir scientifique et l'amitié d'être là. Moi, je t'ai connu, j'étais en culotte courte chez Dominique Cuppa, comme j'aime bien le raconter, c'est-à-dire à Paris-Ouest. Et tu étais déjà impliqué dans ce laboratoire. Et c'est vrai que l'université peut être un monde extrêmement trépidant, avec comme ça des énervements, des complications, des cycles courts. Et toi, tu m'as toujours fait du bien par ta seule présence, mais dès le début, alors que moi j'étais vert et probablement assez agité, parce que ton être là, comme dirait l'autre, a une rythmicité qui doit déjà être un embrayeur, un levier thérapeutique important, parce que tu es porteur d'une... Je pense que chez Bach, on appelle ça la basse continue. C'est-à-dire que ta voix porte ça. Tu es porteur de quelque chose qui a un rapport avec l'originaire et l'archaïque, là, ici et maintenant, comme ça. Et je pressens que tu vas aussi nous parler de ça. Mais tu sais bien que ton être est aussi porteur de ça, cher Lucien. Écoute, puisque tu fais une petite parenthèse, je savais en venant ici, par ton impertinence respectueuse, que tu allais m'inviter à me dévoiler un tout petit peu. Oui, c'est vrai que peut-être je suis un psychanalyste orthodoxe atypique. Faire un parcours à la SPP, c'est pas rien. Tu penses que c'est un rituel initiatique? Et comment? Ouais, violent. D'accord.
Ben, quand on engage quelque chose dans la démarche, il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnages, parce que c'est toujours une histoire de rencontre. Et on rencontre des personnages qui utilisent un mot, une phrase, et qui vous intéresse, qui vous conduit à la psychanalyse, et d'autre part à l'ethnopsychiatrie. Et c'est vrai que à Paris 7, j'ai rencontré un personnage nommé Fédida. Et j'ai rencontré d'autres personnages nommés Pierra Olani. C'est pas rien comme héritage. Des gens qui ont su m'accompagner, qui ont su m'entendre quelque part et qui n'ont pas lâché, qui m'ont suivi. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnages tels que Jean Cournu, d'accord, et Bernard Pelot. Donc ce sont des transmissions qui te donnent de la consistance interne. Et dans cette multiple rencontre, c'est vrai que je n'avais jamais rêvé faire une thèse. J'aurais pu terminer comme un psychologue chronique dans une structure, animer ma pensée. Et ces rencontres ont fertilisé ma démarche et m'ont ouvert une porte vers la recherche. Et cela m'a conduit vers les Bovici, à Avicenne à l'époque, qui a accepté de diriger avec Toby Nathan mon 2A et qui, après, m'a permis de faire ma thèse avec Toby. Tu vois que c'est des rencontres possibles. Mais cette thèse m'a ouvert deux portes. La première, je me souviens de mes entretiens avec Nathan, où j'étais arrivé riche de mon savoir, riche d'être issu d'une culture, et voulant faire cette thèse à partir de là, qui me dit, ce serait bien que tu ailles à l'école des hautes études travailler avec les africanistes. Colère. Quelle colère. C'est comme s'il me mettait en attente à la porte avant de m'ouvrir le champ des consultations. Mais après cette colère, je suis allé m'inscrire à l'école des hautes études où j'ai eu comme maître Marc Auger et d'autres. Ensuite, aller sur le terrain. Là aussi, ça a été une expérience difficile pour moi, aller faire des recherches sur le terrain, surtout quand on veut aller travailler sur les objets anciens. Et là aussi, j'ai été confronté à ce qu'on appelle une démarche d'initiation. D'accord? Ben, ce que j'ai compris, c'est que pour acquérir ces éléments, aller rechercher ces objets anciens, il y a une démarche de traitement, une rencontre avec soi-même. Et j'avais la chance d'avoir un analyste ouvert aux choses du monde qui a accepté cette double expérience de la SPP, comme quoi il y a des gens ouverts.
Donc, je dis toujours, j'ai eu la chance d'aller m'asseoir sur les nattes dans les brousses africaines et aller comprendre les techniques de traitement, aller dans les profondeurs, questionner ces éléments. Et avec tout ce que ça comporte, c'est ouvert, prise en charge ouverte. Et d'être dans des lieux tamisés du 5e sur un divan. Les bruits ne sont pas les mêmes, la musicalité n'est pas les mêmes, le rythme n'est pas les mêmes. On est dans un environnement et tout le travail, c'est comment rendre ce qui peut être clivage, comment rendre le clivage fonctionnel. D'accord? C'est pas évident. Mais il y a une possibilité. Quand on est dans cette démarche, c'est là où il ne faut pas confondre la quête, où on est dans un vide absolu, et la recherche. Parce que la recherche, on trouve toujours quelque chose, même si ce n'est pas notre hypothèse de départ, ce qui fait qu'il y a des gares comme ça. Et je dirais que pour les étudiants, certains étudiants, le clinicien sur le terrain, c'est autre chose. Bon, j'ai connu d'autres expériences avec les problèmes de génocide au Rwanda et autres. Mais je pense qu'en plus de notre lieu personnel, l'université peut être un lieu de jonction où la réflexion peut être avancée et il y a une traduction possible. Voilà. Cette démarche qui fait que mes terrains de recherche sont aussi bien en Afrique qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a le terrain, le travail personnel pour le clinicien et l'université qui favorise une recherche. Bien. Que dire aujourd'hui sur le travail que je vais vous présenter? Il y aura une partie anthropologique, une lecture anthropologique. Et si on a le temps, j'espère qu'on l'aura, il y aura 2 vignettes cliniques. Une vignette où je parlerai de la FIV, de l'échographie, et une autre vignette où je parlerai de la césarienne. Cela amène. Pour interroger le ventre sacré. J'ai intitulé mon exposé « Le ventre sacré Yoruba » chez les femmes Yoruba. Situons les Yoruba, c'est un peuple de l'Afrique de l'Ouest qui se situe au Nigeria et au Bénin, une partie au Togo. Mais le Yoruba est surtout connu dans le Nouveau Monde à travers certains rituels, tels que le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le vaudou haïtien, pour situer ces peuples. Bien, que dire? Disons que nous sommes amenés à rencontrer dans notre travail clinique avec les familles migrantes des adolescents présentant des comportements pathologiques s'orientant vers toujours plus de destructivité. Des jeunes en difficulté subjective signant une problématique narcissique et identitaire. C'est que les points où leur capacité de symbolisation s'arrête correspondent de fait
à des zones problématiques pour leur famille et en premier lieu pour leurs parents. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec Bernard Pruneau lorsqu'il dira que la famille semble avoir échoué à fabriquer suffisamment de mythes pour établir les liaisons de sens indispensables à la transmission de sa propre histoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La confrontation des mondes peut aussi mettre en branle les systèmes des représentations créateurs de sens dans les manières de faire, d'être et de penser, créant un vide pouvant faire vaciller les assises identitaires constituées. C'est ainsi que les techniques médicales occidentales peuvent venir faire effraction dans le système de pensée et de la procréation pour des familles issues du monde hôte si elles ne sont pas traduites pour permettre la fabrication d'un mythe, c'est-à-dire un espace interactif de vie permettant la naissance d'un discours à partir de l'expérience vécue ensemble. Pour aborder notre propos sur la question du ventre sacré, il est nécessaire ici de faire un détour par ce qui caractérise la pensée polythéiste et de celle du sacré qui en découle. Pensée que nous illustrons par le mythe de création du monde Yoruba. Contrairement au monothéisme, le monde polythéiste est peuplé de multiples divinités issues d'un Dieu initial qui a attribué à chacune des fonctions, des domaines de compétences qu'elles doivent assumer. Comme l'écrit Marcel Griaule, il s'agit d'un système de relations entre le monde visible des hommes et le monde invisible régi par un créateur et des puissances qui, sous des noms divers et tout en étant des manifestations de ce Dieu unique, sont spécialisés dans des fonctions de toutes sortes. Ce Dieu unique, libéré de toute puissance, est totalement désintéressé des affaires des hommes, délégué aux divinités et ne demande aucune offrande. Les divinités, quant à elles, représentent l'espace intermédiaire entre ce Dieu et les hommes. Les humains ne s'adressent pas directement à lui, mais aux divinités chargées de négocier avec ce Dieu unique. En ce sens, dans le polythéisme, les humains ne sont pas fils de Dieu unique, mais fils de divinité. Aux côtés des divinités, les ancêtres ont une place importante dans le polythéisme. Ils organisent les relations entre les vivants et les morts. Divinité et ancêtres sont intimement liés. Tout rituel aux divinités est aussi, d'une certaine manière, un culte aux ancêtres. C'est ainsi que les rituels d'humanisation et d'ancestralisation sont instaurés. En effet, on initie les bébés comme on initie les morts. La mort n'est pas considérée comme une fin laissant place à la disparition, au vide ou au néant. Elle instaure une discontinuité dans la continuité, c'est la possibilité d'un renouveau. L'ancêtre est pensé dans ce sens comme le nouveau. Comme le dit un proverbe burkinabé, toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Le sacré permet ainsi, par les rituels qui le matérialisent, de réactiver les traces des divinités et des ancêtres inscrits en chacun
et définissent la personne comme constituée du multiple. Penser une personne dans ce monde, est penser à travers le multiple. C'est ici la question de l'altérité, en tant qu'altérité en soi, qui définit la personne. En effet, l'humain est pensé en réseau, comme un être composite, fait d'une multitude d'éléments hérités du cosmos et de son lignage. Ces héritages multiples forment sa personne et déterminent sa personnalité, sa part de matière, ses fragments d'ancêtres, son souffle de vie. Dans cet univers polythéiste, l'individu porte nécessairement en lui des parties sacrées, puisqu'il hérite certains traits des morts ancestralisés et que certaines parties de son corps possèdent une fonction sacrée. Il en est ainsi, par exemple, de la tête et des articulations, lieu privilégié de l'action des rituels. Le sacré n'est donc pas tout à fait dans le Dieu initial, pas tout à fait dans les divinités et pas tout à fait dans l'homme, mais dans certaines parts de chacun. Le sacré renvoie à cet espace intermédiaire qui est matérialisé par les rituels. Le rituel est instauré dans un but de purification. En effet, par le sacré dans le monde Yoruba, on ne cherche pas la pureté, à la différence de certaines pensées monothéistes. Le rituel traite la souillure pour accéder à une dimension de fertilisation et de créativité. Nous pourrons ainsi penser que le sacré est fait pour être souillé dans ce monde. Alors, le cycle sacré, souillure, purification, rituel sacré est un cycle qui inscrit dans la fertilisation, la créativité et la vie. Le sacré traite également le vide, qui contient les éléments du non-être et du non-humain, à partir du souffle de vie qui permet la fabrication des humains. Il transforme ainsi le vide en trou, réceptacle des traces, des héritages archaïques, réactivés, actualisés par les rituels, et comme le dit Freud au sujet de l'héritage archaïque, il n'englobe pas seulement des dispositions, mais aussi des contenus, des traces mnésiques relatives au vécu des générations antérieures. Outre leur fonction de traitement, le sacré et les rituels associés ont une fonction de protection et de prévention dans l'apparition des désordres et des dysfonctionnements dans la vie d'un individu ou d'un groupe. Le sacré, cet espace de transitionnalité occupé par les divinités et matérialisé par les rituels, représente l'instance, le garant symbolique qui garantit l'identité de chacun. Il s'inscrit dans une dynamique de tissage des multiples éléments qui constituent et structurent l'identité de l'individu. Au-delà d'être fils d'eux, c'est bien dans la position d'héritier d'eux que nous invite à nous installer la pensée du sacré Yoruba. Ainsi, penser le sacré, l'espace sacré en clinique, c'est penser l'espace transitionnel, contenant, enveloppant, qui peuvent permettre de redéfinir et de réaménager une dynamique identitaire en souffrance à partir du travail des restes à traiter. En quelque sorte, transformer le vide, synonyme du non-être, de manque à être, en trou et tapisser ce trou pour qu'il puisse contenir et nourrir les traces archaïques qui peuvent devenir alors héritage fonctionnel
et permettre le passage d'un état d'être à un autre. Voyageons en travers le mythe Yoruba. Que dit le mythe? Cette divinité initiale, appelée Olodumare, au début, pour gérer la profonde tristesse de l'unicité, Olodumare, le grand Dieu unique initial, s'est coupé en deux. Mais il ne trouva en face de lui que le miroir, un même de lui-même. Il continua donc ce qu'il avait entrepris et se coupa en 4, puis en 8. À chaque coupure apparurent des personnages. Mais au lieu que cette multitude de créatures amène la vie et la joie, il réalisa qu'il n'avait fait qu'apparaître que tension et agitation. Les divinités de gauche voulaient aller à droite, celles de droite voulaient aller à gauche, celles du bas en haut, celles de haut vers le bas. Dans la recherche de la quiétude, il essaya d'inverser les choses et de changer l'emplacement de ces êtres, de placer ceux du haut en bas, ceux du bas en haut, ceux de gauche à droite et ceux de droite en gauche, mais cela n'arrangeait pas les choses. Ceux qui avaient vocation à être animés demeuraient agités. Cet acte d'autodestructivité, d'autocoupure, n'avait pas transformé sa tristesse. À celui-ci s'ajoutait maintenant l'épuisement. Olodumare avait travaillé 5 jours à créer ces personnages qui étaient tous des mêmes. Mais créer ces identiques jour après jour ne l'avait pas sorti de la complétude mélancolique. Le 6e jour, après avoir travaillé, il décida de se reposer, laissant les nouvelles divinités livrées à elles-mêmes. C'est ainsi qu'apparaît la première séquence, une première forme de temporalité, l'activité et le repos. Parmi les personnages qu'il avait créés, il y avait un, Echu Elegbara. Celui-ci ne supporta pas le retrait d'Olodumare qu'il vécut comme une disparition. Celle-ci créa en lui un vide qu'il lui fallait tenter de combler, vide qui ne générait en lui qu'angoisse, ennui et désœuvrement. Alors, dans sa toute-puissance, Echu Elegbara s'était dit « Je vais faire comme lui, je vais faire comme un », espérant ainsi le rendre d'une certaine manière présent. Profitant de ce moment propice, il s'était mis à produire des figurines semblables à celles créées par Olodumare. Mais les semblables qu'il créait le décevaient. Il stagnait, il ne bougeait pas, il n'évoluait pas. Pris de colère, il s'attaqua violemment à ces êtres au risque de les détruire, de les anéantir. Les autres divinités, voyant ces créations criblées de trous, furent effrayées, sidérées, tétanisées à la pensée de la réaction d'Olodumare. « Tu as créé la colère de Dieu », l'accusèrent les personnages horrifiés. Par ton obstination à vouloir créer le même, tu as amené la colère sur nous. La disparition d'Olodumare avait créé le vide qu'il fallait combler pour rendre présent Olodumare, mais ce fut un échec. C'est alors la colère qui s'exprima, puis la destructivité,
comme une répétition de la destructivité initiale d'Olodumare, de ses autocoupures, mais cette fois-ci hétéro-dirigées. On entendit soudain, les vieux, un bruit sourd qui annonçait le retour d'Olodumare. Son regard scruta les divinités, molles, aplaties, transies de peur, qui rentraient en elles-mêmes à l'idée de la colère divine qui allait déferler sur elles. Il découvrit le désastre de la destructivité d'Eleshu Elegbara et se dit « Ces personnages sont finalement mes productions, quelque chose qui reste de moi. Je transformerai donc chaque personnage. » Ainsi, Olodumare n'épousa pas la colère d'Echu Elegbara, qui n'aurait fait qu'accroître la destructivité. Il donna à chacun une spécificité, un objet différent, une matérialité, pour qu'ils puissent descendre et s'installer. Ces divinités seront à partir de là complémentaires. À Echu Elegbara, il ne donna aucun bien, aucune richesse, hormis les langues. Parmi ces divinités prostrées devant le Dieu unique, seul Echu Elegbara, élu divinité des carrefours, se tenait érigé, tous ses membres raidis en érection. Toute puissance qui aurait pu provoquer le Dieu unique, mais celui-ci se dit, il fallait à tout prix qu'Echu Elegbara cesse de vouloir regarder au-delà de l'ailleurs. Il fallait lui interdire de venir se transposer à l'endroit où Olodumare se tenait, cet endroit qui était le tout, la complétude, la totalité qui donnait lieu à la tristesse. Par prévention, il fallait à tout prix stopper Echu Elegbara, imposer des limites et contenir cette divinité à qui il avait donné la multitude des langues pour qu'elle ne soit pas exilée. Son regard se posa tout d'un coup sur tous ces mêmes troués, œuvre de la destructivité d'Echu Elegbara. Était-il destiné à disparaître? Se demanda Olodumare. Et une idée surgit dans sa tête. Comment transformer ces créatures pour qu'elles continuent à proliférer en répétant ce que Echu Elegbara avait initialisé? Et ce fut le commencement. Plutôt que de punir, plutôt que de culpabiliser, comme s'y attendaient les divinités, Olodumare poussa un grand soupir et s'adressant à Echu Elegbara en lui disant « Finalement, tu me permets de renoncer à certaines choses. Tu me permets de déléguer. À partir de maintenant, plutôt que ce soit moi qui fabrique des personnages, les mêmes, toi qui n'as pas de trou, toi qui es resté intact, tu répéteras ces gestes. Tu feras les trous, origine de tous les orifices dont nous les humains disposons dans notre corps. » Il traita les trous et leur donna à chacun une fonctionnalité. Ils devinrent narines, oreilles, yeux, bouche, anus et sexe. Je mettrai ma substance en toi, rajoute Olodumare. Toi, Echu Elegbara, tu seras le gardien, le garant de cette substance rare. Echu Elegbara, divinité des thérapeutes, placé à tous les carrefours, il sera le garant de cette précieuse substance qui est vie et fertilité. La fonction des thérapeutes, c'est de donner vie et de la fertilité. Olodumare donna la sexualité à ses êtres, une sexualité qui n'est pas la reproduction de l'identique.
une sexualité qui donne lieu à la créativité et à la singularité et qui constitue les humains, eux-mêmes en tant que produits des restes. Penser un humain dans ce monde, c'est nous penser comme de produits des restes. Mais il y a une seule chose que tu ne devras pas faire, une seule chose que je garderai pour moi, s'exclama Olodumare, c'est le souffle de vie. En gardant le souffle de vie que lui seul pourrait insuffler aux êtres créés pour les rendre humains, Olodumare traitait la question de la disparition et du vide qui n'était que source de colère et de destructivité. De la création à la procréation, il serait dorénavant présent dans l'absence par l'intermédiaire du souffle de vie qu'il insufflera dans le ventre des femmes, rendant ainsi cet espace sacré parce que créateur de vie. C'est pourquoi dans ces mondes, avoir un enfant, ce n'est jamais à deux qu'on a un enfant. Ce n'est jamais à deux. Il y a toujours un troisième élément, quelque part, qui fait qu'on peut avoir un enfant. On peut désirer un enfant, mais ce n'est pas pour ça que l'enfant vient. Il y a toujours cet élément, cette disposition que j'appelle une disposition psychique qui fait advenir cet enfant. Peut-être on en discutera tout à l'heure. Transmettant sa substance précieuse, Etu Elegbara, qui contenait la force de la reproduction, Olodumare commit la première souillure. Souillure n'est pas à entendre ici comme le sale, mais comme l'impur, comme la perturbation de l'état initial d'un milieu par un corps étranger. C'est ainsi que pour les humains, la sexualité est née de la souillure initiale. L'acte sexuel est répétition de cette souillure, source de créativité. C'est pourquoi le ventre des femmes est considéré comme un espace sacré qui purifie la souillure par la créativité et la fabrication des enfants, porteurs des traces et inscriptions du sacré, notamment du souffle de vie. C'est pourquoi les débuts d'une grossesse ne sont connus que des personnes proches des futurs parents. En effet, il est nécessaire de protéger, comme l'on dit, l'intérieur de l'intérieur pour éviter l'action des agents malveillants et l'ouverture du ventre aux forces malfaisantes. Que se passe-t-il dans cet espace où il y a l'invisible, là où les humains n'ont pas un accès direct? C'est ainsi que pendant la grossesse, tous les faits et gestes, tous les états émotionnels de la future mère et de son entourage proche seront observés. Leurs rêves seront recueillis et seront pris en compte pour les événements qui interviendront pendant cette période. Ces démarches permettront de définir la nature et les héritages de l'enfant à naître, et la divination prend ici une fonction importante. Elle constituera des dires qui vont construire l'imaginaire maternel et celui du groupe et organisera l'accueil qui sera fait à l'enfant, cet étranger qui va naître et qu'il faudra savoir accueillir pour qu'il accepte de rester dans le monde dans lequel il vient d'arriver. Il s'agit donc de permettre par l'observation, les rituels, de recueillir les éléments nécessaires de l'identification des traces, des héritages dont sera porteur l'enfant à venir. La grossesse ne sera connue de l'extérieur que lorsque celle-ci ne pourra plus être cachée, lorsqu'elle sera visible. Mais à ce moment-là,
L'intérieur de l'intérieur sera protégé par les actes rituels qui auront été jusque-là effectués. 2 éléments à préciser. Les interdits alimentaires qui protègent de l'intrusion par la bouche d'éléments toxiques pouvant infecter le vent sacré de la mère. Ainsi aussi l'importance des lavages du corps, de la peau pour purifier les pores et protéger de l'infiltration par ces derniers des attaques invisibles pouvant passer dans le sang et attaquer la nourriture du fœtus et le liquide amniotique. L'accouchement est une affaire de femmes, des femmes du groupe. Toutefois, il est aujourd'hui de plus en plus médicalisé. L'acte rituel qui semble perdurer malgré la médicalisation est le traitement du placenta qui est enterré, inscrivant ainsi la naissance dans la terre qui est de ce fait fertilisée. Dès son arrivée au monde, l'enfant et sa mère sont pris en charge par le groupe des femmes, les grands-mères, les tantes. Elles s'occupent de l'enfant sous le regard de la mère, observent les manifestations du bébé et les dispositions psychiques de la mère. Elles portent la mère pour qu'elle puisse porter son bébé. Elles favorisent aussi une période de régression pour la mère qui peut lui permettre de retrouver sa position de fille d'eux et faciliter le passage vers la position de mère. Cette période périnatale constitue la période du travail d'humanisation de l'être mère et permet de recueillir les éléments nécessaires au travail d'humanisation du bébé. On initie les nouveau-nés pour qu'ils entrent dans le monde des humains afin qu'ils puissent disposer d'un devenir. Humaniser un enfant signifie lui transmettre, déposer en lui tous les éléments qui sont à la source, qui le font être sujet dans son monde. Mais un bébé est un étranger qu'il faut savoir accueillir pour qu'il puisse être culturellement, socialement, psychiquement inscrit dans ces groupes. À sa venue au monde, le bébé est considéré dans un état suspendu entre le monde des humains et le monde invisible, où il est susceptible de retourner. Comme lorsque Winnicott dit « un bébé n'existe pas », en Afrique subsaharienne, on dit qu'en qualité d'étranger, le nouveau-né n'est inscrit nulle part. Dans cet état d'indétermination, il est supposé contenir les traits d'un ancêtre, des fragments de cet ancêtre. Multiples procédures rituelles sont alors mises en place pour l'inviter à rester dans le monde dans lequel il vient d'arriver, tels par exemple le bain et les massages. Plus que de simples techniques de maternage, ces pratiques recèlent de véritables richesses pour penser la constitution des traces identitaires qui vont permettre à l'enfant de s'inscrire dans ses filiations, affiliations et appartenances, de se constituer et de s'approprier de ses héritages. À partir de légères scarifications faites au niveau des pommettes, des oreilles et de toutes les articulations du corps, on infiltre en l'enfant une peau d'écorce séchée qui imprègne le sang et la chair. Cette peau d'écorce séchée lui sera donnée également à boire sous forme de tisane. Il faut tapisser l'intérieur. Ces scarifications signifient ouvrir pour décompacter et rassembler, clôturer pour éviter d'obstruer.
Il s'agit ici de permettre à l'enfant de se mettre en mouvement, de s'animer plutôt que de s'agiter. Cette technique sera aussi appliquée au niveau de la fontanelle pour faciliter la circulation du souffle de vie. Certains orifices seront également traités. On soufflera dans les yeux pour ôter le voile flou qui peut empêcher le bébé de commencer à voir, dans les oreilles pour enlever ce qui obstrue pour que le bébé puisse entendre, aussi dans la bouche pour accompagner le souffle de vie. Les trous sont ainsi traités comme Olodumare l'a fait pour activer les lieux de conservation des traces archaïques, des héritages générateurs de vie et de créativité. Par les massages, on sculpte le corps de l'enfant, on le façonne comme Echu Elegbara a pu donner forme à ces personnages. Associées au geste, les paroles déposées à l'enfant pendant ces moments privilégiés qui se diffusent en lui, paroles en lien avec sa préhistoire, aussi bien maternelle que paternelle, les divinités auxquelles il est rattaché, sa place dans sa famille, vont venir tapisser son intérieur, lui constituer une membrane interne, ses contenants psychiques et l'inscrire dans son identité. La nomination, qui clôture cette période d'humanisation, rassemblera en un prénom fabriqué qui clôt en un prénom fabriqué tous les événements ayant eu lieu dans la vie des parents et des proches lors de la grossesse et aussi lors de l'observation des traits physiques et comportements du bébé depuis sa naissance. Toutefois, ce prénom, part important de l'identité de l'enfant par tous les éléments qu'il recèle, n'est pas acquis une fois pour toutes. L'identité peut être réaménagée, redéfinie lors d'événements particuliers ayant lieu dans le groupe où l'individu elle peut, elle aussi, elle peut être aussi périodiquement redéfinie lors des cérémonies complexes d'initiation qui permettent le passage de l'individu d'un état d'être à un autre. Ce monde est peuplé de divinités, héritières d'Olodumare et d'humains, héritiers de la destructivité d'Echu Elegbara et de la substance d'Olodumare, mais aussi des parts de ces divinités créées par ce dernier. Ces humains ne s'adressent jamais à lui, le Dieu unique, mais aux divinités, à l'espace intermédiaire. Charge alors leur revient d'aller négocier pour les humains avec Olodumare. Si les divinités n'ont pas de rapport sexuel entre elles, ne produisent pas d'autres divinités, les humains, eux, produisent des humains par la sexualité, processus de transmission de la substance divine. Le ventre des femmes recevant et transformant cette substance est ainsi consacré, sacralisé, puisqu'il porte en lui les traces archaïques dont l'enfant à naître sera héritier. Bien, passer à une situation clinique, une première situation clinique, qu'on peut intituler « L'enfant poison ». Ne vous étonnez pas. L'enfant poison. Banjoko a 15 ans. Il est arrivé en France à 6 ans, envoyé par son père dans sa famille paternelle, déjà en France depuis quelques années, alors que la région d'Afrique de l'Ouest d'où il est originaire était devenue politiquement très instable. Banjoko est décrit
par les éducateurs qui ont en charge son suivi comme bagarreur, voleur, manipulateur et menteur. Leader d'une bande, il errait avec ses acolytes dans les rues du quartier où il vit, cherchant les embrouilles et troublant l'ordre public. En somme, Bandioko fait partie de ces adolescents en quête d'une histoire, d'une préhistoire, d'un mythe qui pourrait les faire être et exister autrement qu'englués dans la destructivité. L'histoire de Bandioko, racontée par sa tante paternelle, montre comment l'intrusion précipitée, sans filtre, sans traduction, de la modernité dans un système traditionnel porté par un mythe de création peut faire d'un bébé à accueillir, à humaniser, un enfant poison, porteur d'intentions malveillantes. Le père de Bandioko était un politicien de haut rang. Il avait 60 ans lorsqu'il décide de prendre pour quatrième épouse une jeune fille de 15 ans qu'il installe à l'écart de la maison familiale de ses trois épouses et des enfants de chacune d'elles. Cet homme avait tout, force et pouvoir, dira la tante de Bandioko. Mais depuis son ascension politique fulgurante, ses forces semblaient le lâcher et sa santé déclinait. Plusieurs attaques cardiaques l'ont alerté et c'est ainsi qu'il décréta qu'il lui fallait un autre enfant. Mais sa jeune épouse n'arrivait pas à le lui donner. Il décide alors, après un voyage en Europe, où il a découvert la technique de la FIV, de faire intervenir 2 spécialistes en la matière. La tante dira, il a importé 2 médecins qui avaient recommandé la fécondation in vitro, dit la tante. Il les a installés dans sa maison pour qu'il puisse faire le traitement de sa femme en tout confort. Rajoute-t-elle. Ce sont alors des injections quotidiennes, des étrangers qui touchent le ventre sacré, qui touchent là où aucun étranger n'a le droit de toucher, des mains qui pénètrent son intimité, une médicalisation envahissante qui scande le temps. Un traitement hormonal massif laisse le corps de la jeune fille meurtri et agité. Elle se sent enfermée dans ce corps qui grossit, qui se déforme, sans pour autant donner vie. Ce que nous définissons dans la clinique de la multiplicité sous le terme de ce corps, mort, parole. Ce corps la dégoûte. Elle commence à le haïr. Elle riait à chaque fois que les médecins lui annonçaient qu'une tentative avait échoué, se rappelle la tante. Ce ventre sacré était devenu un ventre cimetière, pour reprendre et adapter la notion de corps cimetière de Van Buren. Comment traduire ce contexte médical et ces nouvelles représentations de la procréation pour qu'ils puissent être entendables et symbolisables par l'environnement qui pourrait alors créer, mettre en place des procédures rituelles adaptées à ces nouvelles manières de faire. Ceci donnerait alors du sens à la naissance de cet enfant particulier et au devenir mère de cette femme pour qui la stérilité n'a été ni lue ni interprétée. Ici, le ventre est souillé par une substance décrétée toxique. Aucune purification ne peut être pensée. La procédure coutumière aurait été qu'on lui donne un enfant, qu'une sœur ou qu'une femme de la famille lui fasse don d'un de ses enfants. Elle serait devenue alors mère de concession
et cet enfant serait devenu le sien, et son devoir aurait été de s'occuper de tous les enfants de la concession. Cette procédure l'aurait inscrite autrement dans le groupe. Mais la FIV l'a expulsée définitivement du groupe de femmes. En effet, la tante de Banjoko était la seule femme qui était en lien avec elle. Les autres femmes du groupe l'ont mis à distance, même rejetée. Les gens la regardaient, fixaient son ventre arrondi. Elle sentait ses regards la transpercer. Elle les entendait parler. On n'a jamais vu ça. Ils ont pris notre sperme et ils l'ont mis dans un frigidaire. Répéta la tante. Il nous faut préciser ici que dans ce monde, le sperme est une substance divine prêtée aux humains pour fertiliser. Il n'est pas propriété individuelle, mais il fait partie de l'héritage collectif, comme le décrit le mythe d'Olodumare. Mais ici, il est héritage dénaturé, truqué, qui ne peut créer que des humains, des réalités truquées, comme le dirait Simone Corcorsos. Qui sont les sorcières qui ont pris la substance des humains? Combien de temps est-elle restée au frigidaire? Quelle transformation a-t-elle subi avant d'être injectée dans son ventre? Qu'est-ce qui peut naître de ça? On entendait tout ça, elle était fuite comme la peste, se souvient la tante. Cette procédure de procréation était pensée en tant que transgression des manières de faire, d'être et de penser. Ce détour qu'effectue le sperme par le laboratoire est un traitement qui n'est pas pensé, négocié, greffé avec la pensée de ce monde. Il fabrique un enfant en tant qu'être hors sillon, un corps étranger. La FIV adoptée dans le monde occidental, légitimée par la médecine, n'a pas de sens dans le système de pensée du monde qui a vu naître Banjoko. C'est un non-sens qui crée un enfant non-lieu, né dans le négatif, le rejet, un enfant poison et une mère définie comme sorcière, deux étrangers l'un pour l'autre, redoutés par le groupe. La mère de Banjoko ne sortait plus de chez elle. Elle avait l'impression que ce ventre qui s'arrondissait de plus en plus était une affiche de son infertilité. Cette grossesse, qui aurait pu être une proposition d'oubli de sa stérilité, comme le dirait le Tur, fonctionne plutôt comme un rappel permanent de son infertilité. Angoissée de ce qu'elle allait mettre au monde, elle se déprimait, se transformait en ombre d'elle-même. Elle avait l'impression que ce fœtus s'était enraciné dans son corps, épuisant sa force et se nourrissant de son sang. Elle faisait des cauchemars. Il est parfait, lui dit les médecins. Il ne lui manque rien, il ne manque rien à ce bébé. L'échographie avait parlé, ici, l'échographie avait parlé comme une divination désacralisée, donc non ritualisée. Précisons que les rituels ont principalement 4 fonctions. Divinatoires, ils interprètent, donnent du sens à tout acte, passé ou présent, ayant un impact positif ou négatif dans la vie de l'individu ou du groupe. Identitaire, ils réactivent les traces des héritages archaïques pour consolider la personne dans ses attributs identitaires. Les rituels ont aussi une fonction purificatoire et ont une fonction de passage. Ils accompagnent l'individu vers une nouvelle place, des nouvelles fonctions dans le groupe,
en réaménageant, en redéfinissant ses liens d'appartenance, ses éléments identitaires. Il favorise une nouvelle inscription dans le groupe social. Pour cette grossesse, rien n'a été ritualisé. Mais cette image objective du bébé ne l'empêchait pas de s'imaginer un enfant comme d'imaginer son enfant comme un monstre qui la dévorait de l'intérieur, un monstre qu'on lui aurait injecté. Le père, ravi de cette naissance à venir, mais inquiet de la réaction des vieux, leur amena les images de l'échographie, pensant calmer les rumeurs. Chose à ne pas faire. Mais la seule réponse qu'il obtient montra leur complète désapprobation. Quel est cet œil qui pénètre le ventre de la mère pour regarder l'enfant avant même qu'il ne soit devenu humain, répondant les vieux. Figer le fœtus alors qu'il est en pleine transformation, cela va à l'encontre de toute logique, de toute pensée, lui retorquèrent-ils. Comme peut dire Sylvain Buissonnier, le rite échographique peut ne pas avoir une fonction symbolique. Il peut permettre sa fonction de liaison de la transparence psychique parentale et ne pas favoriser l'aménagement du devenir. Il met à nu et ne contient ni ne structure. Cet être grandissant dans le ventre maternel se transforme et prend forme dans l'imaginaire collectif du groupe qui était confronté à cette expérience inédite. Les limites entre vie et mort, humain, non humain, vacillent. Quel est cet être qui est intervenu pour déposer un enfant dans ce ventre? Cela où les dieux ont refusé. Quelles étaient ses intentions? Les femmes prennent de la distance et la future mère est confrontée à la tâche terrifiante de vivre seule sa grossesse sans l'accompagnement rituel si vital du groupe pour la soutenir, la porter et l'accompagner. Était-ce à elle seule de lui conférer le statut d'humain alors qu'elle a rêvé porter un bébé, mais qu'elle porte une chose informe, terrifiante, monstrueuse? La naissance de Bandioko ne l'a pas libérée de son cauchemar. Elle avait envie de jeter le bébé, de voir sa tête s'écraser, d'être enfin débarrassée. L'enfant a alors été confié au personnel de la maison. Elle n'a absolument rien dit, aucunement protesté. Le père a pris le relais. Il était son père, il était sa mère. On n'a jamais vu ça. Se désole la tante. Envahie de phobie d'impulsion, la mère s'éloigne physiquement et psychiquement de son enfant. Mais a-t-elle été seulement proche? Le père prend toute la place, toutes les fonctions. Il rompt tout contact avec son groupe familial, se crée alors entre lui et Bandioko un monde à deux que nous pouvons rapprocher de ce que Rakamié a nommé distorsion de la séduction narcissique, où tout les soude, rien ne les sépare, mais rien non plus ne les unit, puisque ce monde s'est créé hors récit, hors histoire et hors mythe. Il dépossède Bandioko d'une enveloppe groupale qui aurait permis de le nourrir des éléments identitaires qui auraient pu le sculpter en tant que fils et héritier d'eux. Toute inscription de Bandioko est rendue impossible, ce qu'il va falloir rejouer ici en France.
une grande partie de la famille est installée en France. Bandioko était un enfant charmant et tout le monde souhaitait l'accueillir, raconte la tante. Assez rapidement, après son arrivée, les choses se sont dégradées. Le premier couple qui l'a accueilli a divorcé, puis chaque lieu qu'il a traversé s'est transformé en champ de ruines. Partout, il a installé le conflit pour les couples entre les frères et sœurs. Bandioko errait de famille en famille. Aucun lieu ne pouvait plus le contenir. Des actes délictueux, une destructivité que ni la famille, ni les institutions socio-éducatives n'arrivaient à apaiser, rythmaient son quotidien. Lorsqu'un enfant attaque sa propre famille, lorsqu'il va chercher dans les sacs les choses cachées, les cartes bancaires, quand son aide devient contre, il faut savoir s'asseoir pour réfléchir, dit la tante. La famille s'est réunie. Quelle était la nature de cet enfant si difficile à inscrire qui attaquait systématiquement tous les liens? Dans la famille, on le nomma enfant poison. Un ventre désacralisé, un enfant en défaut de mythe. Le père de Bandioko impose à sa femme, à son groupe, une technique médicale d'un autre monde. À partir de quelle représentation pensait cet enfant FIV? Cet enfant né hors sexualité. Dans ce monde, la procédure de FIV est associée à l'idée de sorcellerie que nous pouvons traduire par la négativité pure et intentionnelle, ce qui est hors règle et loi groupale, comme le dit Louis-Vincent Thomas. La FIV vient interroger le mythe de fondation. Au lieu de s'adresser aux divinités, le père choisit de transgresser. Ainsi, Bandioko est né hors pensée, hors d'eux, hors du ventre sacré. Le ventre de la mère n'est perçu que comme réceptacle d'une substance toxique, un incubateur non représentable rendant irreprésentable l'être en construction qui devient persécuteur et objet de persécution. À partir de quel mythe peut-on penser Bandioko? Cet enfant en défaut de mythe, pour pouvoir l'inscrire à partir de fondements identitaires fiables et stables qui pourraient se constituer en héritage structurant, pour que la famille puisse se construire une autre représentation de cet enfant et qu'il puisse lui-même se penser être et devenir. La question est posée. Je viens là de vous parler de là-bas, d'Afrique, à partir d'une technique médicale importée. Maintenant, je vais vous parler de Madame O, qui a été confrontée ici lors de son premier accouchement à la technique de césarienne. Oui. Madame O, originaire d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest, est la seconde d'une fratrie de 6 enfants dont l'aîné est décédé avant qu'elle ne vienne au monde. Après sa naissance, elle a été rapidement confiée à sa grand-mère paternelle qui vivait dans un village éloigné de la capitale où vivaient ses parents. Elle n'aura à partir de là plus de contact et plus aucune nouvelle de ces derniers. Évoquant cette période de vie chez sa grand-mère, son discours oscille entre idéalisation et évitement du sujet, nous laissant supposer une histoire douloureuse. Quelle est la nature de cet enfant qu'on a éloigné de ses parents très vite après la naissance? Que porte-t-elle en elle? Je m'interroge. Madame O a plus de 20 ans lorsque sa grand-mère décède. Ses parents disparus, sa grand-mère qui disparaît à son tour,
elle se retrouve seule et quitte la maison où elle a grandi. Il y a la guerre à cette époque et Madame O erre dans les rues jusqu'à ce que l'appel vers l'ailleurs lui fasse passer les frontières. Errante, vide de tout attachement, Madame O accepte de suivre une femme qui faisait du commerce et qui lui propose de l'emmener en Europe. C'est en Italie qu'elle fera d'abord escale pendant quelque temps avant d'arriver à Paris. Elle ne souhaitera pas évoquer cette période. Quelle est l'intention de cette femme qui lui fait quitter son pays? De quel commerce s'agit-il? Mes fantasmes m'amènent du côté du commerce du corps des femmes, de la prostitution comme nous l'avons déjà rencontré dans d'autres situations cliniques. Qu'a pu espérer Madame O? Comment s'est-elle représentée ce voyage et sa vie en France? Souhaitait-elle vraiment partir? Madame O reste très évasive sur ces questions. Pour elle, partir était la seule solution puisque ses parents n'avaient pas voulu d'elle. Elle n'en connaissait pas les raisons. Pour elle, il y avait un lien avec la mort de son grand frère, mais sa grand-mère ne lui a jamais donné d'explication. Livrée à elle-même, dès son arrivée à Paris, elle n'aura plus aucune nouvelle de cette femme qui l'a amenée jusqu'en France, qui disparaît à son tour. Elle va errer dans les rues, dormir dans les gares et finira par être accueillie chez des personnes qu'elle définit comme ses cousins. Là encore, je m'interroge. Ce sont des cousins tels que nous définissons ce terme dans notre monde, mais très vite, elle va retrouver la rue et l'errance. C'est dans ces conditions qu'elle rencontre le père de Fatou, dont elle refusera de nous parler. Lui aussi disparaît rapidement de la vie de Madame O, qui se retrouve une nouvelle fois dans la rue. Madame O dira, la rue, j'habitais la rue, c'était comme ma maison, nous disait-elle. Mais j'ai rencontré Fatoumata et elle m'a dit que je devais aller voir l'association et les gens là-bas, ils vont m'aider. Lorsque nous la rencontrons, Fatou, âgée de 11 semaines, est endormie dans son landau, le bras en croix. Je la vois morte et je me surprends alors à vérifier qu'elle respire, observant les mouvements de son torse. Je suis rassuré, elle respire. Cette image d'un bébé peut être mort, je l'ai d'emblée traduit comme une mort psychique possible chez cette petite fille qui, pendant les 45 minutes qu'a duré cette première rencontre, n'a émis aucun son, n'a effectué aucun mouvement. Madame O, pendant ce temps, ne parlait que de la cicatrice de sa césarienne qui la faisait souffrir, de ses douleurs lors de l'allaitement, mais elle refusait catégoriquement de donner le biberon à sa fille. Cette proposition a été faite à de multiples reprises par les professionnels du foyer où elles sont hébergées. Nos tentatives de la décentrer de ces questions sont restées vaines, même lorsque nous l'interpellons au sujet de Fatou. Elle semblait se parler à elle-même et ne pouvait nous entendre. Elle n'a eu aucun moment de regard vers sa petite fille. La cicatrice de la césarienne qu'elle a subie l'a fait terriblement souffrir et embolise ses capacités de penser, de se ressentir et d'être dans son nouvel état. L'allaitement est une torture, des gessures sur les mamelons
lui font appréhender l'heure des tétés et malgré les soins, elles ne guérissent pas. Nos premières rencontres avec Madame O ont été envahies par ces questions qu'elle ressassait et qu'elle nous ramenait en boucle. Pendant tout ce temps, je me demandais comment rentrer en lien avec cette mère, pour l'instant sourde, psychiquement indisponible, mais aussi avec cette petite fille qui, même endormie, me donnait envie de l'animer. Je me suis installé ainsi dans une double écoute. J'entendais les propos de Madame O et je restais à l'écoute du souffle de Fatou, de son souffle de vie. Au moment de son départ, Madame O insiste alors que nous avons fixé le prochain rendez-vous. Allait-elle revenir? Et ne nous laissant pas le temps de lui répondre, elle rajoute: parce que ça me fait mal d'être mère. L'assistante sociale et moi étions alors au seuil entre le dedans et le dehors, et elle nous pose cette phrase lourde de sens qu'elle nous répète après que nous lui ayons rappelé la date du rendez-vous à venir. Nous sommes inquiets. Elle n'est pas réceptive à nos paroles. Nous échangeons sur ce refus très affirmé de donner le biberon. Est-ce lié à l'importance que revêt l'allaitement dans son monde, la protection du bébé, ou est-ce pour elle la seule manière de rester, malgré son mal-être, en lien avec sa fille? Peut-être les deux. La représentation que l'assistante sociale s'est faite de Fatou est celle d'une poupée de chiffon. Non, moi je ne l'ai pas vue morte, mais je l'ai vue comme une poupée de chiffon. Tu ne l'as donc pas vue comme une humaine, lui répondis-je. Lui dis-je, c'est donc bien l'humanisation de cette petite fille, qui se pose. Humaniser Fatou pour la faire être et entrer dans le monde des humains. Au rendez-vous suivant, lorsque nous arrivons dans la salle d'attente, Fatou est réveillée. Elle est allongée sur le canapé et son regard fixe la lumière. Elle ne réagit pas à notre présence. Pendant la consultation, nos tentatives d'interaction resteront sans réponse. Son regard est tourné vers l'ailleurs. Madame O ne peut la regarder ni lui parler. Nous invitons implicitement Madame O, en traduisant à Fatou ce que nous pouvons ressentir de l'état de sa mère, à entrer dans l'échange. Ça semble bien difficile pour ta maman de te rencontrer. Peut-être que c'est parce qu'elle est bien seule et qu'elle ne sait pas trop comment faire, lui dis-je alors. J'avais en tête comment les femmes deviennent mères dans le monde qui a vu naître Madame O. Fatou ne réagit pas et Madame O nous dit: je suis toute seule, j'ai personne, je ne voulais pas être enceinte. Elle refusa de nous parler du père de sa fille. Cet homme l'a laissée et a disparu. Il n'est pas au courant de l'existence de sa fille. Elle revient sur les conditions de son accouchement et de cette souffrance qui persiste au niveau de la cicatrice. Elle nous répète: ça fait mal d'être mère, beaucoup plus présente que lors de la rencontre précédente. Nous l'encourageons à expliciter ses propos. Fatou était coincée et elle pouvait mourir, nous dit-elle. Alors, ils m'ont pris et ils ne m'ont pas demandé et ils m'ont ouvert le ventre. Poursuit-elle et elle rajoute: c'est pas bien les enfants qui naissent comme ça, c'est pas bien. Elle ne voulait pas naître, elle a été obligée. La césarienne vécue comme une effraction du corps
a entraîné une effraction psychique par la représentation que Madame O peut avoir de cette manière de naître pour un enfant. En effet, dans son monde, un enfant qui ne peut naître naturellement est un enfant qui naît contre ses parents. De plus, l'ouverture du ventre peut être pensée comme une porte ouverte laissant pénétrer les forces négatives et malfaisantes dont l'enfant pourrait être porteur. L'effraction vécue dans le corps qui succède à l'effraction culturelle déjà vécue et venant sans doute raviver et intensifier les traumatismes antérieurs. Mais la césarienne existe en Afrique et lorsque cela est nécessaire, tout un travail de traduction à partir du vécu de la grossesse, de l'histoire, de la préhistoire, de la famille est effectué pour accueillir l'enfant dans des conditions particulières. Le travail d'humanisation tiendra compte de cette particularité et tout sera mis en place pour que cet enfant puisse être intégré par le groupe comme une singularité qui est un message à décrypter. C'est en ce sens que cet enfant, né par césarienne, pourra être protégé comme tout autre et inscrit dans le groupe à partir de sa nature d'enfant, message et messager. Des paroles seront déposées à la mère pour clôturer l'ouverture, pour traiter le trou et permettre de préserver la sacralité du ventre. La question que je me pose à cet instant est: Madame O a-t-elle psychiquement accouché de sa fille, comme Sylvain Mussolini parle de grossesse psychique? Peut-on parler ici d'accouchement psychique? Comment la faire accoucher psychiquement pour pouvoir traiter la cicatrice? Les consultations suivantes nous montreront une mère démunie dans le portage et dans le maternage, avec des gestes surtout pratiques, mais dénués de toute interaction sécurisante et contenante pour Fatou. Madame O faisait comme les gens du foyer lui disaient de faire. Elle effectuait les massages à sa façon, mais les paroles n'accompagnaient pas les gestes et elle ne paraissait pas très rassurée. Elle semblait perdue entre les différentes manières de faire et très mal à l'aise. Elle ne pouvait s'appuyer ni sur les techniques d'ici, ni sur lesquelles elle ne pouvait mettre du sens, ni sur les techniques de là-bas, même si cela pouvait résonner en elle. Ce qui nous donnait un indice sur le rapport qu'elle entretenait avec son monde. Il nous a fallu traduire et traduire encore les pensées qui accompagnaient chaque geste. Pour ce faire, nous avons décidé de nous adresser principalement à Fatou, ce qui, au départ, étonna Madame O. Vous lui parlez, mais elle ne comprend rien, nous dit-elle d'un ton presque condescendant. Je lui rétorque: ah bon, c'est peut-être parce que je ne parle pas la langue que vous utilisez quand vous lui parlez. Elle me dit alors: moi, je ne lui parle pas, ce que nous avons bien constaté. Je m'interrogeais sur ce que je pourrais dire à cette mère qui pourrait faire résonance pour elle. L'assistante sociale rebondit sur ces paroles. Ah bon? Vous parlez à qui alors? Et Fatou, elle parle à qui? Moi, je parle avec tous les gens et elle, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. L'assistante sociale, des fois, vous devez l'entendre faire des sons gazouillés. C'est la manière de parler des bébés. Étonnée, Madame O demande: elle parle, elle ne parle pas.
Madame O parle avec tous les gens, mais ne parle pas à sa fille. Si sa fille n'est pas une personne, que représente-t-elle pour elle? Que peut signifier pour Madame O de ne pas être dans sa tête? Ces questions me font associer sur le fait qu'en Afrique de l'Ouest, on ne dit jamais qu'un enfant ne parle pas, mais on se demande avec qui il parle, avec qui il est en relation. Cette petite fille demande à être accueillie dans le monde des humains, à naître au monde des humains. Nous persévérons et continuons à nous adresser à Fatou, impliquant de plus en plus Madame O dans nos échanges. Au départ, totalement indifférente, elle s'est petit à petit installée avec nous, en voyant sa fille s'animer et répondre à nos tentatives d'interaction. Fatou, de plus en plus attentive à ce que nous lui disons, pouvait soutenir notre regard. Nous pouvons traduire à Madame O ce que nous pensions que Fatou exprimait. Elle montrait toujours son étonnement, mais devenait très sensible à l'évolution de sa fille. Commençait-elle à voir cette fille comme humaine? C'est alors que Fatou se met à vocaliser, à sourire. Nous n'avons pas encore entendu le son de sa voix. Fatou communiquait avec nous. Madame O la fixait alors avec beaucoup de tendresse. Quelque chose était en train de se passer. Fatou pouvait lui sourire. Quelque temps plus tard, lorsque nous entrons dans la salle d'attente, Fatou nous accueille en pédalant des jambes et des bras. Elle semble contente de nous voir. Madame O nous dit « Je crois qu'elle vous aime bien » et s'adresse à sa fille dans sa langue. L'assistante sociale et moi échangeons un regard de satisfaction que de surprise, mais restons silencieux face à cet instant traduisant que la mère et sa fille s'animaient ensemble l'une et l'autre. Je repensais à notre première rencontre où devant ce corps inerte que je ressentais sans vie, je n'avais eu qu'une envie, faire du bruit, réveiller Fatou, me surprenant même à élever le son de ma voix. Puis très vite, je me suis recentré sur le rythme et le son de sa respiration. Nous soutenons cet échange par notre silence. J'écoutais la musicalité de cette langue, de cette voix. Il se jouait quelque chose à cet instant. Était-ce l'installation de la langue affective entre la mère et la fille? Je lui ai demandé si c'était parce qu'elle vous aimait bien qu'elle gesticulait. Nous traduit-elle dans la langue. J'aimerais bien que ça ne soit pas comme ça pour elle. Sa fille commençait à exister psychiquement pour elle, pensais-je. Au vu de ses réactions face à la césarienne, à l'allaitement, maintenant l'utilisation de sa langue maternelle, nous pouvons dire qu'elle nous a exposé la nature de ses héritages. C'est à cette période que les douleurs de la césarienne commençaient à s'estomper et que Madame O s'est mise alors à nous déposer certains éléments de son histoire, ce que je vous ai dit plus haut. La dynamique de la relation mère-fille évolue favorablement, mais reste très fragile. Madame O répond de manière de plus en plus adaptée aux sollicitations de Fatou, mais peut-être très vite débordée. Fatou est plus à l'aise, plus présente dans l'interaction et animée par ce qui se passe autour d'elle. Surprise, quelques mois plus tard, après la période des vacances d'été, je vois que le ventre de Madame O s'est bien arrondi et elle me regarde en ricane. L'assistante sociale
Elle aussi me regarde et dit à Madame O, oh, vous avez le petit bidon. Et à Madame de répondre, eh oui, je suis enceinte de presque 5 mois. Et elle s'empresse de nous dire, comme pour nous rassurer, depuis, je sais faire. Madame O se fait suivre médicalement pour cette seconde grossesse qu'elle semble vivre plus sereinement. L'assistante sociale et moi, nous nous sommes rendus compte de rien, de ce ventre qui s'arrondissait. Elle a bien caché sa grossesse jusqu'à ce que celle-ci soit visible, comme il est coutume dans son monde. Nous sommes restés très vigilants vis-à-vis de cette fin de grossesse et avons travaillé dans le cadre de la prévention de l'arrivée de ce second enfant. Madame O a accouché naturellement d'une petite fille et nous l'avons soutenue, accompagnée dans son devenir mère de ce deuxième enfant. Pourquoi cette situation? Pourquoi parler de cette situation? Parce que nous avons pu constater que nombre de mères issues de la migration que nous recevons accouchent leur premier-né en France par césarienne, ce qui les oblige à aller réinterroger leur objet identitaire à partir d'une autre culture. Le ventre coupé, c'est créer un trou supplémentaire qui doit être traité pour préserver le ventre sacré. Mais sans l'accompagnement des rituels et des paroles déposées à cet effet, ainsi, quel est le sacré de la médecine et quelles paroles cicatrisantes et fertilisantes déposées? Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucien, de ta profondeur et de la densité de ce que tu nous as apporté, sur lequel maintenant nous allons travailler avec satisfaction et bonheur. On a une demi-heure, c'est déjà une bonne façon de pouvoir honorer ce que tu nous as apporté. Alors, pour dire ça, tu sais, à ma façon, et puis chacun s'y essaiera de la sorte. On repart de ce fameux texte qui a tant compté pour plusieurs d'entre nous, le texte de l'efficacité symbolique, où il est question effectivement d'un accouchement qui bloque. Et Lévi-Strauss, avec un talent lui aussi de conteur incroyable, mais qui a vécu tout ça, nous explique que le chaman arrive et procède à un certain nombre de rituels. Et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, l'accouchement peut avoir lieu. Donc, Lévi-Strauss, sur ces entrefaites, de commenter en disant « Mais qu'est-ce que c'est donc qui marche là-dedans? Pourquoi est-ce que cette femme dont l'accouchement était bloqué, probablement un siège si je me souviens bien, pourquoi est-ce que ça a fonctionné et pourquoi est-ce que ça a été opérant? » Et c'est là, effectivement, pour une des premières fois qu'il développe cette théorie tout à fait nodale pour nous de l'efficacité symbolique, qui repose, c'est là le point, sur... Alors, tu le reprendras pour le dire de manière plus anthropologiquement correcte, je le dis à ma façon, de manière un peu légère, d'amateur. Efficacité symbolique qui repose sur une connivence culturelle, sur un enveloppement culturel commun entre la parturiente et le chaman. C'est parce qu'ils partagent un système comme la cosmogonie que tu nous as raconté avec Olodou, Maré et Etiu et les Baras, c'est parce qu'il y a une imprégnation identitaire commune que l'efficacité symbolique. Alors nous,
le blanc ne peut pas s'empêcher de rajouter psychosomatique, enfin qu'il y a quelque chose d'une fonctionnalité psychosomatique qui fait que, pof, ça marche. Au jour d'aujourd'hui, dans nos belles maternités de France et de Navarre, force est de constater qu'il y a, tu nous l'as dit de manière vraiment très, très convaincante, il y a une carence en mythologie, il y a une carence en ritualisation. Et c'est une question que je te pose, parce que j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus, même si j'ai un pressentiment sur ce que tu as à nous dire là-dessus. Ce n'est pas réservé, cette carence mythologique et cette carence en rituel, ce n'est pas réservé à Banjuko et à Fatou et à sa mère. C'est quelque chose qui a aussi un rapport, mais il faut rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas de humains pareil, qui a un rapport avec l'ensemble, avec le système. Bien sûr. Bon, et ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. Si on avance encore un peu plus, sur cette base-là, on arrive à l'idée que, alors là, oui, pour le coup, la mère de Banjuko, qui se retrouve sur ces terres, dans son autochtonie, avec son politicien de père influent, tu as senti le plaisir qui nous traversait quand tu as dit l'expression, et ça n'a pas été le seul moment, qui a importé deux médecins PMistes, quoi, de la PMA, enfin bon, allez hop, importe, voilà, la puissance du politicien, qui peut aller prendre comme ça quelque chose dans la magie blanche, et puis qui le ramène à domicile, avec la violence que tu nous as pas nommée comme ça, de manière exacerbée, mais qu'on entend incroyablement dans tes mots, et ça, en t'écoutant, je me ressouvenais aussi que ça, c'était une de tes grimaces favorites, que de ne pas nommer l'affect, mais que de le mettre en scène, que de l'agir dans ta voix et dans la représentation que tu nous donnes. Ce qui est incroyablement efficace. En thérapie, ça marche bien. Donc, le ventre est vraiment... alors, culturellement massacré. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de non pas une attaque, alors tu vois les mots, les miens de mon quotidien prennent le dessus, c'est-à-dire qu'il y a une rafale d'attaques traumatiques de l'enveloppe culturelle, pas une mais une rafale, et puis avec toujours le père politicien premier des traîtres par rapport à l'autochtonie, enfin c'est lui qui est le passeur de violence. Sur ces terres, il est le garant du fait que ça devrait fonctionner. Et puis d'ailleurs, c'est incroyable, parce que cette jeune femme, ça finit par marcher, quoi. Alors que vraiment, probablement que psychosomatiquement, elle fait tout son possible pour que ça ne marche pas. Mais les deux blancs, là, ils doivent être, je ne sais pas, insistants, quoi. Il naît, et puis on en arrive à l'enfant poison. Bon. Donc, alors après, effectivement, on le croit bien volontiers que c'est un enfant poison, mais c'est vrai aussi que on se fait vraiment du souci pour se demander, et c'est aussi une question, comment toi, dans le cadre thérapeutique, que tu ne reprécises pas ce soir, mais peut-être il faudra dire aussi quelques mots, parce que c'est vrai que maintenant un certain nombre de travaux sont mieux connus, mais peut-être ça serait intéressant aussi que tu rappelles ce qu'il y a de groupalité dans le cadre. Comment est-ce qu'on relève le défi d'accueillir quelqu'un comme Banjuko, et comment est-ce qu'on peut, alors je le dis avec mes outils, comment est-ce qu'on peut envisager, lui offrir des supports identificatoires, des supports identificatoires collectifs et individuels qui lui permettent de se reconstruire. Mais est-ce que la faute est irréparable? Enfin, je veux dire, d'un point de vue existentiel, d'un point de vue identitaire, est-ce que l'archaïque, est-ce que l'empreinte, est-ce que la signature de Banjuko, est-ce que c'est quelque chose, toi, est-ce que en ton âme et conscience, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être réformé, ou est-ce que les choses sont très, très difficiles?
Et un dernier mot maintenant sur ce que je crois peut-être être, enfin, l'essentiel de l'émotion que j'ai à t'entendre et à parler de tout ça, parce que ça, je crois qu'on revient à notre quotidien et on revient à quelque chose qui est, c'est aussi une question, je crois, moi, une transversale anthropologique. C'est la violence qu'il y a dans les rituels. Tu me le disais avant qu'on démarre, tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les rituels tels que nous les font découvrir les gens issus de la culture en question ou les anthropologues sont quand même fondés sur un acte civilisateur humanisant de la violence, de cette violence fondamentale, on dirait peut-être dans le coin ici avec Bergeret, qui n'est pas l'agressivité, mais qui est vraiment une énergie libre, probablement pas loin aussi de Oudou-Maré, là, enfin de quelque chose qui vraiment décoiffe incroyablement, mais n'a pas pris son issue vers la destructivité, vers le négatif ou vers la positivité. Et cette ritualisation, elle relève le défi d'accueillir l'énergie atomique de cette violence fondamentale et de faire en sorte qu'elle soit humanisée, intégrée par la communauté humaine. Mais au prix d'escarifications qu'on a vu passer, ou dans le bon vieux baptême de la culture dominante locale, je te prends, je simule ta noyade, j'authentifie le pouvoir que j'ai de te tuer, et je te ressors membre de la communauté. Bon. Mais je l'ai fait en authentifiant la violence et en la mettant en scène, en la mimant. Et donc c'est une nomination gestuelle qui est l'inverse de ce que nous, dans notre jargon, on pourrait appeler le déni, la dénégation, le refoulement. Enfin, il y a là quelque chose qui est vraiment mis en scène. Alors c'est vrai que quand on voit la façon dont c'est transformé aujourd'hui à la Walt Disney, enfin il y a une sorte de Walt Disneyisation des rituels, c'est sûr qu'on n'a pas trop l'impression que le nouveau-né, le dimanche matin après la messe, il est soumis à la menace de la mort. Le curé en général n'en fait pas trop. Mais c'est dommage, si j'ose dire. C'est vraiment dommage. Bon. Mais moi, tu vois, sur le rituel, j'enfonce des portes ouvertes, parce que tu vas nous le dire de manière plus complexe. Mais pour moi, le rituel, il est là. Alors, au bout du compte, la question c'est, est-ce que dans nos maternités, est-ce que, sur fond de cette carence en rituel, on peut imaginer co-créer ensemble, par exemple dans des séances de préparation à la naissance, est-ce qu'on peut véritablement co-créer des rituels séculiers, c'est-à-dire des rituels des rituels qui sont non pas les rituels des carencés en mythologie que sont finalement les uns et les autres, avec des religions de plus en plus, à part quelques-uns qui ont choisi justement la tactique inverse du raidissement, mais de religions qui sont en train de se délayer ou de se multiplier. Est-ce qu'il y a moyen véritablement d'envisager qu'il y ait des lieux où on relève le défi de bricoler des rituels? Est-ce que c'est sérieux de dire des choses comme ça? Moi, j'ai l'impression, en toute immodestie, qu'avec Edwige Losenberg à la maternité de Versailles, avec notre histoire de préparation à la naissance et à la parentalité, on essaye un truc comme ça. Mais c'est ce que je te disais en préambule tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à auto-attribuer le terme de mythologie et de rite, que peut-être j'idéalise un petit peu, parce que je l'ai lu chez les Grecs, je l'ai lu chez les Nambukwara, je l'ai lu chez un certain nombre de cultures, et que ça, cette massivité que nous amènent les anthropologues. Et donc, j'ai du mal à attribuer le terme de rituel et le terme de mythologie à ces bricolages fortuits de néogroupes de gens qui vont se voir 4 fois, qui partagent la condition de devenant parents, et qui vont se voir 4 fois avec peut-être les mêmes soignants avec un peu de chance. Est-ce que c'est vraiment bien sérieux de parler d'un effort de ritualisation sur fond de carence mythologique? Écoute, tu viens poser les questions à l'endroit où nous sommes dans notre recherche.
Moi, je pense qu'il faut s'autoriser. Je pense qu'il faut s'autoriser. Sinon, on est pris par une inhibition et on s'enferme dans le savoir et la compréhension. Or, les choses sont possibles quand on est dans une dimension de donner du sens. Et quel sens ça a? Et qu'on est dans une sorte d'interrogation par rapport à ça. Première chose, les choses sont possibles dans une dimension de co-construction. De co-construction de pensée. D'accord? Et ça demande un travail de groupe, un travail collectif. Et ça demande une sorte de mise en scène. Une sorte de mise en scène, une sorte de jeu de rôle, une sorte de jeu psychodramatique. Ouais. Ça, c'est nécessaire. On y reviendra tout à l'heure. Pourquoi c'est possible? Je pense que face à une rapidité de transformation due à la modernité, nous n'avons pas le temps de métaboliser et d'asseoir certains éléments. Or, l'espace de rituel qu'on impose, ce serait des lieux qu'on va revisiter pour l'accorder à ce que la modernité nous oblige à suivre, enfin, l'avancée de la modernité. Ce serait un espace intermédiaire, comme ça, que je dis, qui nous permet de revenir. Là où on revient pour revisiter les lieux, pour repenser, pour être dans un travail de redéfinition et de réaménagement permanent. C'est-à-dire les rituels et les mythes nous donnent des outils pour être dans un travail de redéfinition et de réaménagement. Et non pas chercher à aménager tout de suite. Les choses ne tiennent pas. Ça devient du désordre. Et comment les rituels nous permettent de tisser la pensée. Et pour revenir à ce qu'on dit, je crois que différents éléments. Il y a le monde dans lequel la personne vit. Il y a l'environnement. Le monde, l'environnement et le contexte dans lequel la personne vit. Et c'est ce contexte, c'est tous ces éléments qui produisent un texte. Et c'est avec ce texte qu'on travaille. Mais ce texte que le patient ou la famille nous amène, ou même nos textes, c'est à partir de tous ces éléments-là. Et ça me paraît fondamental. Et c'est-à-dire, je dirais que la pensée monothéiste, l'inscription dans la pensée monothéiste le permet. C'est-à-dire que les choses sont récupérables. Il faut partir du fait que les choses sont récupérables. Et que comment récupérer les choses et comment donner naissance autrement. C'est comme quand je te disais tout à l'heure que les ancêtres ne sont pas pensés comme des aïeux. Les ancêtres, c'est du nouveau. C'est comment on transforme les choses pour que ce soit du nouveau. C'est comment traiter, quand je disais tout à l'heure, on traite les morts comme on traite le nouveau-né. On traite les morts en l'accompagnant dans sa décomposition. Il y a certaines cultures aussi ici où il y a certains éléments. C'est-à-dire que la question n'est pas de faire le deuil. La question de comment on traite les restes. C'est comment on traite les restes. Et qu'est-ce qu'on récupère des restes? Quelle est la substance qu'on récupère des restes pour fertiliser et créer? C'est là où je dis
Oui, c'est possible. Et quels sont les rites qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on récupère dans cette recherche de travail autour des restes? Mais dans un néo-groupe où il y a plusieurs religions. Par exemple, tu vois, bien sûr, c'est le groupe républicain de la maternité, là dont je te parle, tu as des musulmans, des juifs, des catholiques. Et la question, c'est, au jour d'aujourd'hui, en 2017, c'est est-ce bien raisonnable d'imaginer qu'il puisse y avoir simultanéité entre ces ritualisations confessionnelles et ces ritualisations que je qualifierais courageusement de néo-républicaines. Moi, je le crois parce que je viens d'un univers où c'est possible. Oui. Moi, tu sais, c'est là où il y a c'est là où il faut différencier la pensée monothéiste de la pensée polythéiste. Je vais te donner mon exemple. Oui. Et puis il faut que tu sais, on n'accapare pas, qu'on leur laisse un peu. Tu sais, ma grand-mère, qui a été convertie soi-disant, est allée à la Mecque. Donc c'est une Ahmadiyya. D'accord? Ma mère est catholique. Ah oui. Elle adore le pape. Elle est allée à Rome. Le bel Argentin, là. Elle est allée à Rome. Deux lieux différents. Mais tu sais, mère ou grand-mère, quand il s'agit des rituels, des fondamentaux, nous tous on enlève les chaussures. C'est des questions identitaires. Ce n'est plus dans les questions de conversion. Et sache que la conversion, le converti est plus rigide. Oui, ça j'avais remarqué. Fais attention aux convertis dans leur rigidité. Tu comprends? Mais oui, c'est possible. Enfin, moi, dans ma clinique, comme tu dis, le cadre que j'utilise, c'est un travail de groupe. D'ailleurs, mes collègues sont là, si elles peuvent m'en parler. C'est ce que j'appelle la clinique de la multiplicité. C'est un espace où se rencontrent toutes les théories possibles. C'est la rencontre des théories, c'est le lieu de tension. Et c'est le lieu de fabrication de la pensée. C'est le lieu de fabrication de la pensée. Ces personnes qu'on reçoit, c'est quelle pensée on peut fabriquer ensemble et qui est possible de les accompagner. Mais c'est des lieux où il y a plusieurs théories. La théorie éducative, la théorie psychanalytique. C'est la psychanalyse à plusieurs, bien sûr. Mais il y a la théorie judiciaire. Enfin, c'est des lieux de confrontation. Et de ces lieux de confrontation, de ces lieux de tension, on sort une pensée. Mais à partir d'un travail de tissage. Et ce qui me semble important dans ce lieu, dans cet espace dont tu parles, de multiples théories, le travail doit partir du travail du contre-transfert. C'est à partir du contre-transfert et le tissage, c'est le tissage du contre-transfert qui crée une enveloppe contenante et qui permet de penser et de produire de la pensée et de fabriquer la fabrication de la pensée. Et de métaphores. Et de métaphores, bien sûr. Bon, il faut qu'on leur donne la parole. Allez-y.